Le président Macron. Alors, comme je le disais en début d'émission, tout cela est plus intéressant qu'il n'y paraît, je pense. Avec nous, pour commenter cette actualité, David Revaud-Dallon, qui est rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Vous y dirigez le service politique et sur le site du JDD.fr, c'est ministre qui se rapproche de l'aile gauche de la Macronie. Hélène Pilichowski était journaliste et éditorialiste politique. Enfin, Gaël Sliman est politologue et sondeur. Vous présidez l'Institut de sondage Odoxa. Il y a un espace pour aller chercher, grappiller, parce que je le disais tout à l'heure, voilà, ça s'appelle territoire de progrès. C'est exactement ce qui manque au président de la République. Exactement. Le progrès qui est généralement la valeur qui est associée à la gauche, historiquement dans notre pays, même si ça peut se contester, mais enfin en tout cas, voilà, c'est un fait qui est marqué. Et puis les territoires dont on dit que le président est régulièrement coupé. Donc c'était la recette miracle qu'il fallait inventer. C'était le nom choisi, effectivement, c'est pour cette raison-là. L'espace politique à gauche, il existe, pas pour eux. Il y a un espace politique qui existe pour une contestation à l'extérieur d'Emmanuel Macron, pour critiquer Emmanuel Macron, pour proposer une alternance politique. On en parlera certainement plus tard, mais cet espace politique-là, et c'est un petit peu un marigot, il est ventilé façon puce, on ne sait pas bien qui peut le fédérer. Mais en réalité, ce sujet, c'est plutôt un sujet défensif. Il faut rappeler qu'il y a de la gauche dans le en même temps. On a vu dans le reportage Gilles Savary s'exprimer, c'est le délégué général de ce mouvement. Il avait dit en ce moment, on n'est ni de gauche ni de gauche. Oui. Il faudrait peut-être essayer d'incarner ce en même temps de gauche. Y arriveront-ils ? Ça va être compliqué. Si on prend les sondages, vous avez un électorat qui, au départ, était un électorat qui venait de la gauche, qui a voté pour Emmanuel Macron. Maintenant, on l'oublie un petit peu, mais c'est quand même un électorat davantage de gauche qui a voté pour lui et qui ne se retrouve pas du tout dans la politique conduite. Donc, à mon avis, la seule efficacité, la seule utilité, mais qui n'est pas négligeable de la constitution de ce mouvement, c'est de rappeler qu'il y a un peu de gauche dans la Macronie pour éviter ce qu'on observe dans notre dernier baromètre politique, à savoir 43% de popularité pour Emmanuel Macron. Bon, pourquoi pas, c'est pas si mal pour un président après quelques années d'exercice. C'est mieux que beaucoup de ses prédécesseurs. C'est mieux que la plupart de ses prédécesseurs. Mais quand on regarde en détail, auprès des Républicains, auprès de la droite, on est pratiquement à 1 sur 2, 48% de bonnes opinions. Auprès des socialistes, on est à 33% de bonnes opinions. Oui. Donc il ne faudrait pas que cette frustration du peuple de gauche d'avoir un président pour qui ils ont voté et qui mènerait à leurs yeux une politique de droite conduise un électorat qui, pour le moment, n'a pas vraiment de lumière qui s'allume ou de candidat idéal, à se fédérer contre Emmanuel Macron. Rappeler qu'il y a un peu de gauche dans la Macronie, c'est ça l'objectif. S'il était un peu atteint, ce serait pas si mal. Hélène Pilichowski, il n'est pas, on va dire, le concepteur de ce parti, mais visiblement, pour toutes sortes de raisons, ça devrait l'aider à se rééquilibrer. Est-ce que c'est une bonne idée, je dirais, du point de vue d'Emmanuel Macron et de la majorité actuelle ? Oui, par rapport à ses carences, disons. Oui. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, d'abord, souffre d'avoir été maintenant catalogué à droite, ce qui est vrai, parce qu'il y a des poids lourds à droite et qui ont un rôle très très important dans le gouvernement. On pense à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Voilà, ça c'est voilà, il y a du sarkozysme dans le gouvernement, c'est ça qui est terrible. Enfin voilà, parce que effectivement, je crois que c'est Jérôme Fourquet qui disait il y a quelque temps, Jérôme Fourquet de l'IFOP, très bien, et qui disait la France est quand même majoritairement à droite aujourd'hui, mais la presse, la pensée unique est à gauche quand même. Donc il faut absolument avoir quand même des gens de poids qui incarnent cet idéal un petit peu de gauche dont la France ne peut pas se séparer. Et ce qu'on peut comprendre, c'est comme ça. Voilà, la France a besoin d'un idéal de gauche, de générosité. Voilà. Et alors là, avoir des ministres comme ça qui ont un poids politique, c'est ça dont il avait besoin. Parce qu'il y a des petits groupuscules qui se sont créés à droite, à gauche, pour soutenir encore Emmanuel Macron en disant on est un peu de gauche ou un peu plus de gauche. Bon, très bien. Vous êtes en train de nous dire qu'il est en train de faire un recentrage médiatique. Oui, vous avez bien compris. Voilà, absolument. Parce que sinon, voilà, ça sera pour voter pour le président, on votera à droite. Donc, que vont faire les socialistes bontins, si vous voulez, les socialistes qui croient en valeur quand même d'une pensée un petit peu social-démocrate, quand même. Oui. C'est ça qui est important. On verra qu'il y en a d'autres qui visent ce créneau. Alors, on va le voir dans le deuxième reportage. Et je pense qu'avoir des gens solides, qui représentent, qui sont un peu connus et qui ont une attache locale, ça, c'est important. Est-ce que c'était nécessaire ? De son point de vue, en tout cas, la nécessité a été ressentie puisque l'opération est lancée. Oui.
C'est vrai qu'il y a eu un glissement de terrain électoral et politique en 3 ans assez énorme. Souvenez-vous, 2017, c'est une élection et en même temps, ça a été rappelé dans le reportage. Donc je pense qu'il y a des électeurs centristes, du MoDem, de l'UDI, il y a des électeurs de droite modérée qui n'étaient pas emballés par Fillon et qui sont sans doute un peu rebutés par l'affaire. Et puis il y a une bonne partie d'électeurs sociodémocrates, d'électeurs socialistes, on va dire raisonnables, qui n'ont pas du tout suivi Benoît Hamon, qui le trouvaient beaucoup trop à gauche et qui se sont recentré sur Macron. Les enquêtes d'opinion autour du Parti socialiste pendant des années ont montré que, on va dire, les sympathisants socialistes, ou en tout cas les gens qui pouvaient voter socialistes dans ce pays, étaient beaucoup moins à gauche que le parti lui-même dans ses propositions. Et donc en effet, il y avait bien un stock à prendre. Il y avait un stock. Et vous remarquerez que Benoît Hamon... C'est ce qu'on appelle le centre-gauche, pour dire les choses simplement. Oui, le centre-gauche. Et Benoît Hamon, qui était sur une gauche, un PS beaucoup plus radical, il a fait 6%. Voilà. Donc le reste, c'est très simple, ils sont allés chez Emmanuel Macron. 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, on est très très loin de tout ça. Il s'est forgé au fur et à mesure des mois et des années, au fur et à mesure que Macron menait cette politique, et notamment sur le plan économique et social, une sainte alliance de soutien qui consiste en une triple alliance, si j'ose dire, le MoDem, LREM bien sûr, La République En Marche, et une grande partie des électeurs LR qui ont un petit peu fluctué, l'homme de l'Arc, Gaël Slimane le confirmera sans doute au fil du quinquennat, mais qui appuient beaucoup la politique d'Emmanuel Macron, et c'est le cas aujourd'hui encore avec les questions de sécurité, qui sont très importantes. Alors, d'où la première mesure annoncée par Territoire de Progrès, c'est-à-dire oser demander un organisme indépendant absolument. Pour faire évoluer le Mais je pense qu'il y a quand même une petite distorsion, une petite illusion d'optique. Je pense que le ministre qu'on le voit le plus, si on fait abstraction de Le Maire et Véran, qui sont sur la crise économique pour l'un et sur la crise sanitaire pour l'autre, le ministre qu'on voit le plus, c'est Gérald Darmanin. Vous avez vu que depuis la rentrée, il en fait des tonnes. Là, il a multiplié les coûts et parfois les faux pas. On l'a vu avec l'article 24, l'histoire de l'évacuation de la place de la République, etc. Mais je pense que ça plaît beaucoup aux électeurs de droite. Ça marque évidemment le macronisme, ça marque un côté régalien, sécuritaire, ça marque très clairement une forme de droitisation, ce qui incite effectivement ces ministres et ces personnalités à créer leur front de gauche, si j'ose dire. Mais vous avez quand même une donne qui a changé depuis le coronavirus, c'est qu'Emmanuel Macron, je suis désolé, mais c'est quand même difficile de dire qu'il mène aujourd'hui une politique libérale, qu'il mène une politique de droite. On a ouvert les vannes comme jamais. Oui. La dette est passée de 100 à 120% du PIB. Tout le monde est absolument arrosé. Alors on peut dire qu'il n'avait pas le choix, que c'est l'effet des circonstances. Oui, mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Je crois que la France est aujourd'hui, sur le plan des aides économiques, un des pays les plus généreux au monde. Donc voilà quelque chose qui revisite un petit peu le logiciel. C'est pas forcément de nature à attirer les électeurs de gauche. C'était déjà le pays qui faisait la plus importante redistribution, en tout cas par la perception des impôts. Il n'a jamais entamé dans les dépenses sociales. On en est resté au même niveau. Au contraire, il a augmenté certains minima sociaux, et des choses comme ça. Et en plus, maintenant, effectivement, avec la redistribution, c'est plus que de la redistribution. C'est la distribution générale sans surtout oublier personne. Tout le monde a droit, quel qu'il soit. À une part de l'argent magique. À une part de l'argent, etc. Vraiment. Bah oui. Donc là, oui. Est-ce qu'il a des vues électorales présidentielles ? Est-ce que cet appoint de cette formation est un des outils, si ce n'est de sa réélection, mais en tout cas qui doit faire partie de l'opération présidentielle ? Moi, je crois, parce qu'il y a quelque temps déjà, Emmanuel Macron avait parlé de mener éventuellement une coalition autour de lui. Un petit peu façon Allemagne, disons, voilà, une coalition pour gouverner. Vous avez raison de le rappeler parce que ça a été très peu remarqué. Je crois que c'était au mois d'août, il me semble. Il y a quelque chose... Juste avant septembre, pardon. Juste avant la rentrée, je disais, c'est ça, j'avais ça dans la tête. Oui, absolument. Et je pense que là, ça s'inscrit exactement dans ce programme de coalition. Un petit peu pour dire, je vais faire Angela Merkel. Parfois, ça a été difficile, après, de former son gouvernement pour refaire une coalition à chaque fois. Mais ça a duré 14 ans. C'est ça, 14 ans pour Angela Merkel, et ça a marché. Seulement, on n'est pas fait comme des Allemands, probablement. Il y a quand même des gens sérieux dans l'équipe. Je veux dire, c'est pas. Alors, comment dire, Jean-Yves Le Drian est un ministre à la fois de premier plan, mais qui occupe un espace bien particulier, qui est celui des déplacements internationaux, et c'est une personnalité que tous les Français connaissent, mais enfin, qui n'est pas une personnalité qui s'impose, on pourrait dire, au premier rang de la popularité. On est d'accord. Mais autour de lui, il y a une équipe sérieuse. J'ai envie de vous
vous dire, ça n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui, mais ce ne sont pas non plus les premiers rôles, les têtes d'affiche du gouvernement. Ce n'est pas Darmanin, ce n'est pas Le Maire, ce n'est pas Jean Castex. La seule exception... Olivier Véran. Là, voilà, c'est Olivier Véran, sauf qu'Olivier Véran, il fait partie du groupe, il vient du Parti socialiste comme tous ses ministres. C'est ce qui les unit aussi, hein. C'est qu'ils sont issus du PS, comme les députés d'ailleurs, qui vont le rejoindre et que vous avez montré. Mais sauf qu'Olivier Véran, il a d'autres chats à fouetter que de monter sa petite chapelle, son petit courant de gauche macroniste. Et il est au front 24 heures sur 24, il est dans un état, on l'a vu à l'Assemblée il y a quelques jours, ce qui se comprend d'ailleurs, un état de nerfs assez difficile. Donc je ne crois pas que ce soit lui qui va incarner forcément cette aile gauche du gouvernement. Juste un dernier mot. Cette coalition, en réalité, vous avez raison, parce qu'il y a eu une tentative en septembre, mais cette coalition, Macron, il est obsédé par cette idée depuis 1 an et demi ou 2 ans. Il a en tête plusieurs modèles, notamment l'UDF, le RPF de Gaulle, si on remonte à l'après-guerre. 2 Français sur 3, quoi, pour voilà, il veut, très clairement. Et c'est moins une coalition de gouvernement à l'allemande qu'une coalition électorale autour de sa personne. Donc pour l'instant, ça marche bien au centre, ça marche bien à droite, ça marche bien chez les macronistes, mais ça marche de moins en moins bien, on le voit sans doute dans les sondages, chez les électeurs de gauche. En tout cas, visiblement, il estimait qu'il devait conforter une partie de la gauche qu'il a accompagnée pour arriver au pouvoir. Conforter, rassurer, jouer la défense. Au moins défensivement, président de droite, il est perçu, président de droite, il restera perçu. En revanche, ne pas trop marquer les choses. Rappelez, vous avez évoqué les personnalités en question. Du point de vue de la popularité, si on regarde vraiment, ce sont des personnalités très importantes. C'est-à-dire que dans les baromètres de popularité, il n'y a pas photo une seule seconde entre Darmanin et Le Drian. Vous en avez un qui est dans les 3 ou 4 personnalités politiques préférées des Français, c'est Le Drian. Vous avez Véran qui est maintenant passé devant lui. Donc les ministres les plus populaires de ce gouvernement, de très loin, sont ces ministres de gauche. Et Gérald Darmanin est très très loin en dessous. Donc il plaît à l'électorat de droite. Mais parmi l'ensemble des Français, c'est pas une star, Gérald Darmanin. On en parle beaucoup dans les médias. Il prend la lumière médiatiquement. Mais c'est pas une star. Là, vous avez des personnalités qui sont très connues des Français, qui sont plutôt appréciées. En tout cas, pour des ministres du gouvernement, ils s'en sortent plutôt bien. Et qui envoient le signal, un petit rappel. Si, il y a un peu de gauche dans le en même temps. Et je pense que c'est exactement ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian le 17 septembre dans son intervention. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est l'objectif, parce que si on n'est pas trop énervé en tant qu'électeur de gauche par ce gouvernement, si on se dit que quand même il y a un petit peu de gauche dedans, même si on en doute, on aura peut-être plus de mal à se mobiliser contre. Je pense que ce n'est pas tellement récupérer des électeurs pour lui, c'est éviter que ne se fédère un électorat de gauche contre lui. Dans les dossiers qui leur sont confiés au gouvernement, pardonnez-moi, je vous redonne tout de suite la parole, ils sont quand même sur des dossiers importants, les affaires étrangères, la ministre des Armées, la ministre du Travail, le ministre de la Santé, vous venez de le rappeler, les comptes publics, c'est pas rien, le logement, et les transports et le secrétaire d'État aux affaires européennes. La raison pour dans la distribution des postes, ils n'ont pas été sous-estimés. Non, jamais. La raison pour laquelle le gouvernement est perçu comme menant une politique de droite, c'est moins lié à un casting qui faisait que le Premier ministre était de droite, il a été remplacé par un autre Premier ministre de droite. Mais c'est moins ça que le fait que les Français considèrent que jusqu'à la crise du Covid et à la grande distribution que vous évoquiez, la politique économique menée était une politique de droite. C'est ça la perception de l'opinion. Hélène Pichowski. Emmanuel Macron, il est marqué au fer rouge par l'impôt sur la fortune. Regardez, Boris Vallaud l'a dit tout à l'heure, tout de suite. Il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a tout faux maintenant, depuis qu'il est là, à cause de ça. C'est vrai, c'est terrible, il ne pourra pas s'en défaire. Et pourtant, il ne l'a pas complètement supprimé. Non, ce que je pense qui est bien pour lui dans ces personnalités-là, c'est que ça incarne... Il l'a remplacé par un impôt qui a un autre nom. Oui, LFI. Qui joue sur l'immobilier. Sur l'immobilier, voilà. Bon, enfin bref, l'État était un petit peu perdant, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, ce qui peut être séduisant, c'est que ça représente, je trouve, une gauche sérieuse, modérée, pas une gauche trop revendicative, trop, avec idéologique encore, avec le super-moi marxiste, un peu tout ça. Non, c'est une gauche vraiment sérieuse et qui est sur le terrain aussi, qui peut plaire, moi je crois, à tous les Français qui aiment cette notion de la gauche généreuse, rationnelle, et qui maintenant a su
intégrer quand même l'économie de marché, parce que ça a longtemps traîné. Seulement, les gens qui se perçoivent de gauche, mais qui évidemment se construisent dans l'économie de marché. Voilà, l'économie de marché. Je pense que ça c'est important. Et quelqu'un comme Florence Parly, par exemple, elle a été ministre sous Jospin et ministre de l'économie, du budget. Du budget, voilà, du budget. Oui, je me souviens que Didier Migaud voulait le poste et avait été furieux. Et elle s'est très bien débrouillée. Et l'avoir maintenant, même comme ministre des Armées, je la trouve particulièrement à la hauteur. Elle est bien, cette femme, non? Elle n'est pas très présente sur la scène politique, bien sûr, c'est pas son rôle non plus. Mais je trouve qu'elle se comporte bien et elle suscite un certain respect. Peut-être pas une admiration folle, pas jusque-là, mais quand même, je pense que c'est quelqu'un de bien, franchement. Et elle est vraiment socialiste, pour avoir été ministre de Lionel Jospin. La définition de la gauche que vous avez donnée il y a quelques instants, j'ai envie de vous dire, c'était normalement celle du contrat que devait organiser François Hollande quand il était président de la République, c'est-à-dire l'acceptation du marché et en même temps compenser ses injustices, notamment par le biais de l'impôt et par la gestion sociale d'un pays. Il y avait un peu aussi mort aux riches quand même. Il y avait un petit peu, attention, mon ennemi c'est la finance, etc. Le deuxième Hollande. Alors, absolument. Le deuxième, vous avez raison l'un et l'autre. Le premier Hollande était un Hollande, mon ennemi c'est la finance, mais le deuxième Hollande, celui de la deuxième partie de son quinquennat, qui a initié une politique économique que finalement Emmanuel Macron a prolongée. Certains disent que parmi des bons résultats économiques observés dans le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et au niveau des entreprises, il y avait beaucoup des mesures, CICE, etc., qui avaient été conduites ou initiées par François Hollande. Et donc François Hollande était sur ce créneau-là. Emmanuel Macron l'a poussé encore un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que Hollande avait une image auprès de l'électorat de gauche qui parfois n'était pas suffisamment à gauche à leurs yeux, mais sans jamais passer pour un président de droite ou un président des riches. Emmanuel Macron, et Hélène a raison, son sparadrap du capitaine Haddock, c'est cette question de l'ISF, exactement comme pour Nicolas Sarkozy avant lui, qui avait eu cette image aussi de président des riches avec le bouclier fiscal et qui n'avait jamais réussi à s'en départir, y compris quand il y avait eu des politiques d'aide aussi sous Sarkozy après la faillite de Lehman Brothers.